C'est peut-être chiant, mais ça m'a rapporté 500 000 euros ces 4 dernières années. Et chaque année aujourd'hui, ça me rapporte plus que 200 000 euros chaque année. Le plan contient 26 étapes et si tu loupes deux des étapes sur ces 26, deux des étapes les plus importantes que je vais te partager dans cette vidéo, bah en fait, tu prends le chemin que tous les perdants prennent. C'est le chemin qui va te permettre de gagner peut-être 50 000 euros par an, mais certainement pas 200, 250 000 euros tous les ans. Donc si tu veux faire la même chose que moi, gagner 200 000 euros tous les ans, tout en travaillant 4 à 5 heures par jour, en voyageant partout dans le monde, eh bien, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais t'éviter de faire ces deux erreurs que tout le monde fait. C'est des erreurs que je vais partager dans cette vidéo. Comme je te l'ai dit, depuis 2021, j'ai gagné 500 000 euros en freelance. Donc j'ai ma société et je facture des entreprises. Et ma progression a été comme ça. En gros, la première année, je fais 24 000 euros. La deuxième année, j'ai fait 86 000. Ensuite, 122 000, puis 200 000. Puis là, actuellement, je fais à peu près 250, entre 250 et 300 000 euros par an. Je vais te partager le plan. Et ce plan, eh bien, j'ai jamais encore vu quelqu'un le poser de manière aussi claire et concise. Et sache que certaines des choses que je vais partager dans cette vidéo, eh bien, certaines des choses peuvent t'offenser. Mais si tu n'es pas prêt à entendre la vérité et que tu préfères rêver, eh bien, tu peux partir de cette vidéo maintenant. Ça ne sert à rien que tu la regardes. Dans tous les cas, tu vas t'énerver puisque je vais te dire des choses contre-intuitives que tu n'as peut-être jamais entendues ailleurs. Allez, c'est parti. La première chose que je vais te partager dans cette vidéo, eh bien, c'est de devenir fluente en anglais. Si tu n'es pas natif, tu dois absolument parler anglais. Pourquoi? Parce que tu auras un coup d'avance sur ton marché. La plupart des personnes qui ont du succès en France reprennent les US et copient, collent en France les concepts, parfois même au mot près, les vidéos, les publicités. Tu regardes des gens que tu admires en France, que tu prends pour des génies, et en fait, si tu vas sur le marché US, tu vas te rendre compte tu vas vite voir quelle est leur source d'inspiration, puisque en vrai, les gens en France copient les gens aux États-Unis. Sauf qu'ils le font en moins bien, évidemment. Donc c'est extrêmement important. Si tu veux être parmi les meilleurs, c'est extrêmement important que tu te formes en anglais parce que tu auras un coup d'avance. Non pas forcément pour copier, mais parce que les États-Unis ont 2, 3, 4, parfois 5 ans sur l'innovation, sur les stratégies avant que ça arrive en France. Donc si tu veux être parmi les meilleurs dans ton domaine, va à la source. La deuxième étape, c'est de devenir curieux du marketing digital dans son ensemble et une connaissance générale du copywriting, du media buy, du closing, de la construction des tunnels, euh, du, de l'emailing. Tu dois avoir une vue globale de comment l'argent est fait en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas juste te contenter de travailler sur un spectre, sur une partie d'un business. Tu ne veux pas bosser dans une bulle puisque tu vas juste limiter tes compétences et in fine, moins gagner d'argent. Donc, tu ne veux pas être dans une bulle. En revanche, dans un premier temps, ce que je te recommande de travailler, c'est de choisir une compétence. Et tu verras que je vais donner dans cette vidéo beaucoup d'exemples liés au copywriting parce que, eh bien, c'est la compétence, moi, qui m'a le plus été utile quand je me suis lancé. Mais je vais la relier à d'autres domaines et tu vas voir dans la suite de cette vidéo. Donc, choisis une compétence aujourd'hui. Donc, tu peux choisir par exemple, le copywriting, le media buying, le montage vidéo. Tu peux choisir la création de tunnel de vente. Tu peux choisir le closing. Tu dois choisir une compétence au début, mais tu dois être curieux du marketing digital dans son ensemble. Tu ne veux pas juste bosser dans une bulle. Tu veux comprendre les impacts de ta compétence dans les autres sphères du business. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est choisir au maximum deux niches maximum sur lesquelles tu vas te concentrer avec cette compétence. Donc, tu vas apprendre tout ce que tu peux sur ces deux niches. Tu vas apprendre comment est-ce que ces niches fonctionnent en low ticket, donc en vendant des produits pas très chers, en mid ticket, en vendant des produits 500 à 1000 euros, et en vendant du high ticket à 1000 euros et plus. Donc, tu dois vraiment connaître la niche dans toute sa gamme de produits avec tous les types d'offres et tu dois te focus sur ces deux niches. Donc, tu as une compétence et deux niches. Ensuite,
Eh bien, l'étape numéro 5, c'est de devenir vraiment, vraiment très bon dans cette compétence que tu as choisie. Comment devenir très bon? Forme-toi en anglais. On revient à l'étape numéro 1. Comment devenir très bon? Regarde des vidéos YouTube, va sur Facebook Ads Library, va sur Google Transparency Center pour pouvoir ensuite trouver les publicités, analyser les publicités, clique sur les publicités, agis comme un prospect des niches sur lesquelles tu as décidé de te concentrer et à ce stade, tu vas probablement commencer à te faire cibler par leur publicité. Regarde toutes les publicités. Si tu parles anglais, va également sur ClickBank. Trie les offres pour voir ce qui marche le mieux en ce moment. Regarde les offres, analyse, décortique et pose toutes sortes de questions à ChatGPT qui va devenir ton assistant personnel dans ta phase d'apprentissage. Si tu as choisi le copywriting, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser une extension. Télécharge toutes les VSL que tu peux. Passe-les dans un outil pour avoir la transcription, par exemple Descript. Passe-les dans ChatGPT ou dans Claude. Demande à ChatGPT d'analyser la structure de la VSL. Essaye de comprendre la psychologie humaine. Ça doit être ta priorité numéro 1. En fait, même peu importe la compétence choisie, le but, c'est de comprendre la psychologie humaine derrière cette compétence. Va sur swiped.co et regarde les pages de vente là-bas. Mets dans ChatGPT la page de vente. Demande d'analyser les principes psychologiques, section par section. Pourquoi section par section? Puisqu'en fait, des fois, si tu mets trop d'infos à la page de vente, à l'IA, eh bien, elle se perd un peu et elle répond de manière superficielle. Si tu as choisi, toi, le media buying, trouve des offres qui fonctionnent et de la même manière. Regarde ce que les personnes font avec leurs pubs. Essaye d'analyser les publicités. Essaye de voir comment est-ce que sont construites les publicités. Si tu as choisi la création de tunnels, regarde les tunnels. Regarde comment ils sont conçus. Regarde leur lisibilité, les promesses, les différentes étapes. Achète le produit, entre dans le tunnel, funnel hack le tunnel. Fais des captures d'écran de toutes les pages du tunnel de vente. Crée-toi des dossiers pour ensuite avoir des swipe files d'inspiration. Si tu as choisi la gestion de liste email, inscris-toi à des listes, ajoute des produits au panier pour recevoir leur séquence de panier abandonné. Cherche des moyens gratuits de t'inscrire, achète leurs produits si tu peux, pour ensuite voir comment est construit leur système emailing, funnel hack. La 7e étape, c'est si aujourd'hui tu as un job à côté, tu peux passer au moins 1 à 2 heures par jour, tous les jours, à chercher tout ce que je viens de te dire, à répéter cette étape 6. Tu dois devenir obsessionnel, tu dois t'immerger dans ce truc, comme disait Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. La 8e étape, c'est d'éteindre toutes les notifications de tes réseaux sociaux. Désactive-les, surtout quand tu apprends. Si quelqu'un est important, il aura ton numéro et il va t'envoyer directement un message en te disant que c'est urgent. Perso, j'ai pas les notifs d'Instagram activés, j'ai même pas Slack, j'ai pas Facebook, j'ai rien en fait. J'ai seulement SMS, appel, WhatsApp pour les urgences. Les gens qui me connaissent sachent que s'il y a une urgence, ils me contactent sur WhatsApp. Et moi, je sais que je réponds parce que WhatsApp égale urgence. 9e étape, commence à pratiquer la compétence dès le premier jour. Si tu fais du copywriting, commence à écrire les titres et les objets d'email. Il faut te faciliter la vie à ce stade. N'essaye pas de faire une page de vente complète dès le début. Écris les titres, deviens très bon en titre, puis écris le lead, deviens très bon en lead, puis écris des bullet points, écris des centaines de bullet points. Copie des lettres de vente à la main, analyse-les. Si tu achètes une offre, regarde les emails de vente qu'ils envoient, etc. Petit point sur l'apprentissage. Donc là, je t'ai mis un petit lien. Comment est-ce que fonctionne l'apprentissage selon les dernières études? En fait, aujourd'hui, dans ton environnement, tu as accès à des informations. Donc, ton environnement va t'apporter tout un lot d'informations. Donc, ça peut être une transmission d'informations de la part d'un autre humain, tu vas lire quelque chose, tout ça, c'est des informations. Ces informations vont venir ici dans ta working memory. Ta working memory, c'est quoi? Eh bien, c'est ta mémoire où tu vas penser à ces informations. Donc, elles rentrent du coup dans tes pensées. Donc, tu me parles de quelque chose, je vais ensuite y penser. Ensuite, j'ai deux choix. Soit cette pensée, eh bien, elle va disparaître et elle va tomber dans l'oubli, soit
eh bien, je peux apprendre par rapport à cette nouvelle information. Puisqu'en fait, euh, l'apprentissage, c'est le développement de la mémoire à long terme, avec l'accumulation des connaissances. Donc, soit ça tombe dans l'oubli, soit tu vas apprendre et ça va passer dans ta mémoire à long terme. Ta mémoire à long terme, eh bien, c'est là où en fait tu vas stocker, c'est le knowledge que tu as. Donc c'est le stockage, c'est la connaissance. Et comme dit Kirchner, qui est, euh, qui est un chercheur en sciences cognitives, il dit Learning is a change in long-term memory. Donc l'apprentissage, c'est quoi? Eh bien, c'est que les informations passent de la pensée, donc working memory, de ta mémoire vive, au stockage, à la création de knowledge, qui va passer dans la mémoire long terme. Et en fait, le point de ce partage, c'est que on apprend ce à quoi on pense. Puisque pour apprendre, tu es obligé, pour que ça aille dans la phase d'apprentissage, c'est d'abord obligé d'aller dans tes pensées. Donc, tu es obligé, on apprend ce à quoi on pense. Et aujourd'hui, du coup, si tu ne penses pas à ce que tu apprends, eh bien, tu ne vas pas retenir. Ça ne va pas aller dans ta long-term memory, ça va juste tomber dans l'oubli. Donc, c'est pour ça que parfois, tu peux lire un livre, ça va dans les pensées, mais c'est dans la pensée, c'est dans la working memory. Tu y penses quelques instants, ok? Ah, c'était pas mal ce concept de livre. Et puis ensuite, bim, tu oublies. Et puis, tu fais entrer de nouvelles informations, tu y penses 5 secondes et tu oublies. Pourquoi? Parce que, comme le dit Daniel Willingman, qui est aussi chercheur en sciences cognitives, eh bien, tu n'as pas pensé à cette information suffisamment longtemps pour qu'elle rentre dans la phase d'apprentissage. Learning happens when people have to think hard. Donc ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'apprentissage se fait quand les gens quand les gens ont besoin de penser à la nouvelle information de manière hard, quand ils pensent fortement à cette nouvelle information. Donc, à force de penser à une information, eh bien, elle va se transformer en knowledge long terme que je vais pouvoir ensuite réutiliser pour l'utiliser dans mes projets pour en parler, etc. Donc, en fait, la mémoire, le knowledge ici, la mémoire, c'est un résidu de tes pensées. Okay. Donc, c'est pour ça que je te dis ici, que je te dis que tu dois analyser. Il faut analyser. Il faut que tu penses à ce que tu apprends. Il faut que tu mettes en pratique. Que tu ne le fasses pas de manière mécanique sans réfléchir. Okay. La 10e étape, c'est que peu importe ce que tu fais et peu importe la compétence que tu choisis, apprends à te connaître. Remarque toi-même ce qui attire ton attention. Qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce qui te donne envie de cliquer? Qu'est-ce qui te donne envie d'acheter? Tout le monde a un schéma d'achat, a des triggers. Et toi, si d'abord tu apprends à te connaître et à comprendre quels sont tes schémas, tes triggers, eh bien, ça t'être extrêmement utile dans le futur parce que tu vas comprendre les gens qui achètent de ta manière. Concernant le fait de trouver des clients, l'étape numéro 11, tu veux absolument une opportunité. Si tu n'as rien aujourd'hui, tu veux une opportunité, ça te permet de rentrer dans le game. Tu vas être sur le terrain, ça va t'ouvrir plein de portes. Donc sois OK au début de bosser gratuitement. Juste au début, attention, ne te dévalorise pas, très important. Juste au début, au moins, tu ouvres la porte. Et une fois que tu as ouvert la porte, là, tu peux amener des changements. Si tu n'as pas confiance en toi également, si tu as besoin de prouver ta valeur, c'est OK de bosser gratuitement au début, mais pas trop longtemps, puisque ensuite ça fait l'effet inverse et tu commences toi-même à te voir comme une personne qui n'a pas beaucoup de valeur parce qu'on ne la paye pas. Et c'est pas ce que tu veux. Ma méthode préférée pour trouver des clients, c'est de faire des interviews. Liste 100 personnes avec qui tu aimerais bosser dans la niche que tu aimes et lance un podcast. Contacte-les. Contacte-les. Moi, après 20 interviews, si tu remontes en 2000, dans les 2019-2020, peut-être 2021, je sais plus. J'ai eu 2 clients après 20 interviews. Ça fait 10% de conversion. Ce qui m'a rapporté 2500 € par mois avec 20 interviews. Et c'est des échanges que j'ai adoré faire avec ces personnes. C'est des personnes qui m'intéressaient sincèrement, puisque je les avais sélectionnées pour mes interviews. Et à l'époque, j'avais même pas d'offre. Je connaissais même pas cette opportunité dont je vais te parler, de vivre du marketing en ligne en étant dans l'ombre. Et donc, en fait, j'ai dû tout apprendre sur le terrain. Mais imagine 10% de taux de conversion.
Donc 2 clients sur 20 alors que j'avais même pas d'offre. J'avais rien à leur proposer. Je savais même pas que je pouvais les aider. Donc imagine si aujourd'hui tu as une offre, tu sais que tu peux les aider et que tu approches les personnes stratégiquement pour le podcast, pour l'interview, mais ensuite, eh bien, tu peux transitionner vers une question sincère où tu vas t'intéresser à eux et voir quelles sont leurs problématiques. La deuxième étape, la chose la plus importante pour trouver des clients, c'est de s'intéresser vraiment aux gens. Ils te demanderont, après les interviews, si tu fais cette méthode, naturellement ce que toi tu fais, quels sont tes challenges, etc. Donc, si tu t'intéresses vraiment aux gens, ils le sentiront et c'est comme ça que tu crées des bonnes relations business, en tout cas des relations durables et long terme. 13e, fais des recherches sur ton prospect. Passe 10 à 30 minutes à regarder son business, son profil, son site internet, soit personnel, soit chaleureux et surtout, évite les fautes d'orthographe. Moi, perso, les fautes d'orthographe, quand on me prospecte, ça me refroidit directement. Donc, passons du coup à la prospection. Si tu préfères, toi, prospecter, eh bien, voici un exemple de contact que tu peux envoyer. Salut prénom, je t'ai vu quelque part, truc. J'ai aimé Y. Plus c'est spécifique, mieux c'est. Je te contacte car je ABC. Donc là, tu vas ajouter une preuve, un lien avec ton travail. Positionne-toi avec une forme d'autorité. Je voulais juste savoir si tu avais besoin d'aide pour. Donc, n'oublie pas, ça doit être court, ça doit être concis. C'est pas forcément le meilleur message, franchement, mais au début, c'est une question de volume. Quand j'avais un autre business dans la confiance en soi, le fait de faire du volume, c'est ce qui m'a énormément aidé. Donc là, ce n'est pas forcément le meilleur message. De toute façon, moi, ce n'est pas mon approche. J'aime pas la prospection, mais je te le partage quand même. Et là, je vais te partager un message de prospection que j'ai reçu il y a là le 17 février 2025. Et j'ai bien aimé l'approche. En tout cas, ça m'a fait ouvrir, donc je te la partage. Donc, c'est une personne qui est dit confidentielle. Je t'ai fait une petite vidéo privée pour toi, Xarius. Là, regarde, je te montre la vidéo. Voilà, donc on est sur la vidéo. Je te la play. Hello Xerius, alors je sais pas où tu te trouves en ce moment, peut-être à Dubaï en Roumanie ou sur une planche de surf. En tout cas, je voulais te dire que Voilà. Elle m'accroche parce qu'elle sait que j'aime le surf. Donc, elle m'accroche avec ce petit hook. Et j'ai trouvé ça brillant de faire ça. Avec, moi, je pensais qu'elle allait parler du surf. Alors, évidemment, le but, c'est de capter mon attention. Évidemment, elle me trompe à ce moment-là. Donc, ça peut ne pas créer la confiance. Mais en vrai, après, elle me dit, salut Xavier, je sais pas où tu te trouves. Peut-être en Roumanie, sur une planche de surf ou à Dubaï. Donc, je vois qu'elle me suit, qu'elle s'intéresse sincèrement à moi. En tout cas, je sais pas si c'est sincère, mais en tout cas, ça donne l'impression. En fait, ça se différencie de la masse de tous les messages que je reçois euh, de prospection. Fais toujours un suivi, au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Crée une relation. Si t'as pas de réponse, dans ce cas, tu pourras passer au suivant. Mais si tu reçois une réponse, tu peux te permettre au moins 10 relances. 10 relances, même 20 relances. J'ai récemment été follow-up par un copywriter qui, pendant 6 à 9 mois, est venu me parler une fois par mois au minimum pour me demander de mes nouvelles, pour savoir si j'avais des projets, si je lançais des projets, etc. Pendant 6 à 9 mois. Quand j'ai eu besoin d'un copywriter, à qui j'ai fait appel? Bah évidemment à celui qui restait dans ma tête parce que ça faisait 9 mois qui me faisait du follow-up et que j'étais pas intéressé. Évidemment, euh, évidemment que j'ai pensé à lui. Donc, ce n'est pas personnel. Si une personne ne te répond pas ou te dit qu'aujourd'hui elle n'a pas de projet, ben, en fait, c'est OK, mais continue, crée cette relation, c'est le plus important. Suis, crée-toi un Google Sheet avec dedans tous les notes de tes contacts, la réponse, le suivi, l'appel, la vente. Cela constitue ton réseau et ta mémoire, c'est très précieux. Donc, suis les messages que tu as envoyés, suis ce que te disent les gens, les projets qu'ils ont, etc. Contacte au moins 10 personnes par jour si tu fais de la prospection. Si tu fais de la prospection à froid et que tu as déjà fait un truc, une prestation pour la personne, c'est encore mieux. Pourquoi?
Parce qu'en fait, si par exemple tu es copywriter et que tu approches ton prospect avec une landing page déjà faite, en fait, tu peux lui dire, je t'ai conçu cette page par rapport à, j'ai vu que tu faisais la promotion de ce lead magnet, je t'ai conçu une autre page. Si tu l'aimes, je peux te l'envoyer. Et si tu veux même, je peux te créer la séquence mail d'inscription après l'inscription et t'installer tout ça gratuitement. Et là, en fait, la personne, elle est sur le fait accompli. Elle a une landing page que tu lui as fait. Et elle a juste à évaluer si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Elle peut évaluer en un claquement de cils et eh bien, tu lui fais gagner du temps. Tu lui montres que tu es bon ou que tu n'es pas bon. Tu lui montres que tu es un A-player, que tu es dans la proaction. Et ça, eh bien, c'est excellent à faire. Plutôt que de dire je suis le meilleur ou de dire je peux te faire ça, bah, fais-le avant de me dire que tu peux le faire et j'aurai juste à juger ton travail. Si tu es média buyer, tu peux proposer par exemple des créas à lancer. Tu peux faire des créas et dire ah tiens, j'ai fait ces 5 créas, mettez-les en test et dites-moi si ça performe. Et ensuite, bah, en fait, je pourrais vous en créer d'autres si vous voulez. 16e étape, si tu choisis le montage vidéo, prends un de leurs scripts et monte les 10 premières secondes pour capter l'attention. Okay, donc tu peux faire les 10 premières secondes, mais tu peux faire même 2 à 3 minutes. Et je t'ai fait un nouveau montage pour l'ouverture de ta VSL. Regarde ici. Sois proactif et surtout attention aux fautes. Attention aux fautes. Par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur Insta en me disant je t'ai fait un réel et tout pour booster ton compte et tout. Mais dans le texte, c'est bourré de fautes. Mais bien sûr que non, ça ne m'intéresse pas. Je vais devoir corriger les fautes à chaque fois qu'on travaille ensemble. C'est le premier exemple, il est censé être clean. Je t'ai pas donné de deadline, tu as eu tout le temps que tu voulais et tu fais des fautes. Bon bah écoute, non, du coup je réponds pas. Euh, quand tu décroches ton premier client, n'arrête pas les autres trucs. C'est le chiffre le plus dangereux en business, puisque si tu perds ton client, tout ton revenu disparaît. C'est pour ça que j'ai toujours évité les postes à temps plein. Être intrapreneur à temps plein, ça ne m'intéresse pas. Être intrapreneur et te faire passer en client prioritaire, oui. À temps plein, non. Pourquoi? C'est risqué, surtout au début. Donc la seule fois où tu devrais accepter du temps plein, c'est si tu as du levier dans ton rôle et que tu peux gagner plus et que ce n'est pas risqué pour toi parce qu'on ne peut pas te remplacer facilement, ou ton travail a un impact direct sur les résultats, ou tu gagnes plus à focus sur un seul business puisque tu vas accomplir plus et donc faire gagner plus d'argent à la boîte. L'étape numéro 18, quand tu deviens assez bon dans ta compétence au point d'avoir 2 clients et de ne pas les perdre après un mois à cause de ton incompétence. Parfois, c'est la faute du client, mais la plupart du temps, eh bien, c'est que tu n'es juste pas assez bon. Eh bien, commence à réfléchir à une compétence complémentaire. Et là, c'est une des étapes que je t'ai parlé au début de cette vidéo. Je t'ai dit, il y a 2 étapes qui sont super importantes et que la plupart des gens ne font pas. Eh bien, ça, c'est une des étapes. C'est une des étapes, pourquoi? Parce que tu veux devenir polyvalent. Tu veux devenir un marketeur polyvalent. Donc là, à ce stade, l'étape 18, elle est super importante, c'est ne reste pas sur ta compétence. Ne deviens pas un spécialiste de ta compétence. Tu veux pas être un spécialiste. Pourquoi? Parce que les spécialistes passent leur journée à chercher des nouveaux clients pour vendre des prestations de leurs compétences. Et les spécialistes sont remplaçables. Ils sont remplaçables par d'autres spécialistes. On n'a pas de relation, c'est du transactionnel. Et si tu es polyvalent, tu es beaucoup plus précieux pour une entreprise et je t'explique après pourquoi. Donc l'étape 18, donc, c'est d'apprendre une autre compétence. Par exemple, si tu es copywriter, tu peux apprendre à créer des tunnels de vente qui convertissent bien. Tu peux apprendre à faire des ads, tu peux apprendre à faire du montage, tu peux apprendre à gérer des automatisations, tu peux apprendre à gérer des listes email. Bref, plus tu facilites la vie à ton client, plus tu as de la valeur, plus tu peux facturer plus. Et plus tu apportes de valeur à l'entreprise, puisque tu as une vision globale de l'entreprise et non pas une vision microscopique sur ton pôle. Tu vois en fait l'impact d'une décision sur tous les pôles de l'entreprise et donc forcément tes recommandations seront beaucoup plus pertinentes. Si toi, tu es média buyer, bah, ne te contente pas juste de lancer des publicités, puisque lancer des publicités, c'est
remplaçable. Tout le monde peut, en 3 boutons, lancer des publicités aujourd'hui. La vraie valeur, elle est dans ton conseil stratégique. Elle est dans le fait de proposer des visuels, proposer des axes de publicité qui fonctionnent bien, proposer des hooks. Combine l'achat du media buy, l'achat donc de pub, combine le media buy et le copywriting. Différencie-toi de toutes ces agences qui ont la flemme de prendre en charge la créa et qui facturent juste pour gérer une heure par semaine un compte. Tu ne veux pas être en concurrence avec des agences. Puisque les agences, quand elles font ça, elles se facilitent la vie. Oh non, moi, je fais que la gestion du media buy. Ok, bon, premièrement, tu es éjectable. Deuxièmement, tu te facilites la vie, mais tu ne facilites pas la vie de ton client. Tu ne penses pas expérience client, tu penses juste à ce que toi, tu as envie de faire. Mais si tu veux vraiment apporter une expérience transformationnelle à ton client, demande-toi de quoi est-ce qu'il a besoin. Ok. Et donc, généralement, les entreprises n'ont pas juste besoin de lancer des pubs. Elles ont besoin d'avoir des idées de création. Elles ont besoin de montage vidéo pour les publicités. Elles ont besoin de copywriters. Elles ont besoin de tourner, donc d'une équipe média, etc. Si toi, tu es closer, apprends les meilleures pratiques pour pratiquer, pour éviter les lapins, les no-shows. Propose à ton client ces pratiques, optimise le pôle, crée un vrai CRM, apprends la structuration de business. En résumé, plus tu es full stack et mieux c'est. Apprends la structure des entreprises, comment fonctionnent les entreprises, quels sont les tenants, les aboutissants. Plus tu es full stack, plus tu comprends chaque pièce du puzzle et chaque pièce du système et comment elles s'emboîtent entre elles. Et plus tu ne subis plus les outils, les prestats et même le business, ou même les décisions du business, et plus tu vas piloter avec clarté. Donc, comprends les systèmes, vois les patterns. Si aujourd'hui ton client n'a pas le chiffre d'affaires qu'il veut, n'a pas le nombre de clients qu'il veut, c'est que son système ne fonctionne pas comme il le croit. Un système, tous les systèmes fonctionnent, seulement il y a des systèmes qui ne t'apportent pas le résultat que tu veux. Mais en soi, son système fonctionne, juste pas comme il le voudrait. Donc, ça veut dire qu'il ne comprend pas vraiment comment son système fonctionne. Son système d'entreprise, son système d'acquisition client, par exemple. Un système, tu lui mets des inputs, eh bien, au milieu, il y a des processus, et ces processus, en fonction des inputs, eh bien, vont produire un output, un résultat. Ce résultat, eh bien, c'est du feedback pour nous, et on va pouvoir ensuite améliorer les inputs, améliorer le processus. Un système, ce n'est pas un tas d'automatisation juste mis comme ça, c'est penser comme ça. Il faut que tu le penses de manière générale. Et donc, la clé, c'est de voir ton acquisition comme un ingénieur voit une machine en chaîne de stimuli. C'est ce qui va te permettre de prédire, de scaler, de diagnostiquer en 5 minutes ce qui bloque le business de ton client. Donc, tu dois aujourd'hui avoir cette vision systémique d'une entreprise si tu veux apporter plus de valeur. Donc ça, c'était le premier point super important. 19. Le marketing en ligne, c'est super dynamique, ça change tout le temps, donc tu dois suivre les tendances et tu dois surfer sur la vague des tendances. Reste ouvert d'esprit, ce que tu sais aujourd'hui sera obsolète demain. Donc, ne reste pas avec des œillères et continue de te former en permanence. Par exemple, si tu entends parler d'un nouveau type de créa, eh bien, suggère-le aujourd'hui à tes clients et à tes prospects. Je me souviens, moi encore, d'un email que j'ai recommandé à Jérémy Coleman, un email qui, je pensais, allait nous amener beaucoup de calls, parce qu'on en manquait à l'époque sur un des mois. Et donc, je lui ai recommandé cet email, je lui ai envoyé, on a pu créer cet email, on l'a appliqué directement et 20 minutes plus tard, eh bien, on avait 40 calls de plus bookés à l'agenda. 40 calls de plus. Parce que j'avais appris quelque chose. J'avais entendu parler d'un nouveau type de mail qu'on pouvait utiliser et on l'a appliqué. 20. Quand tu commences à gagner de l'argent, ne fais pas exploser ton style de vie. Investis dans des groupes payants, dans des masterminds, dans des événements live, dans des événements virtuels. Super important pour continuer à grandir et apprendre et à dépasser tes limites. 21. Quand une nouvelle communauté payante ou gratuite est lancée, commence à aider les gens dedans. Sois actif, apporte de la valeur. Les organisateurs aiment quand
quelqu'un leur enlève du travail. C'est vrai. Et ça peut également te mettre en valeur. Évidemment, le but, c'est pas que tu fasses la promo, mais c'est que tu aides sincèrement les gens. Et ça va t'ouvrir inévitablement des portes pour bosser plus tard avec certaines personnes. Donc, 22, quand tu as un événement, ne reste pas dans l'ombre. Ne retourne pas dans ta chambre à 22 heures. Reste jusqu'à la fin. Moi, c'est ce qui a fait la différence, c'est que je reste tout le temps. Je suis tout le temps le dernier. Fais-toi des potes, sois bruyant, sois audacieux. Interviens dans les conversations parce que tu veux rencontrer des gens. Sois poli, mais pas timide. Laisse l'énergie t'envahir et te guider. Ne te laisse pas te broyer. Ne la laisse pas te broyer. 23. Fais un suivi avec les nouvelles connexions après l'événement, amis, clients potentiels, organisateurs, tout le monde. Exprime ta gratitude. Remercie-les. Reste en contact. 24. Quand tu décroches ton premier client, baleine. Donc, baleine, c'est pour moi au minimum 7 chiffres par an, donc plus d'1 million d'euros par an. Donne une priorité à ce client, mais ne disparaît pas. Reste visible en ligne. Continue les interviews. Continue à développer ta marque. 25. Rencontre tes clients en vrai. Ça renforce la relation d'une manière inimaginable. Mais pas forcément de business, tu vas aussi apprendre à les connaître, à connaître qui ils sont, leur histoire, leur famille, leurs valeurs, ce qui est important pour eux, etc. 26. Crée une offre. Pourquoi? Puisque ça, c'est la deuxième chose qui est super importante. Tu veux avoir skin in the game. Tu veux être skin in the game. Et pour être skin in the game, eh bien, tu veux en fait ressentir ce que ça fait de porter le risque que tes clients portent. Donc, crée une offre, dépense 20 à 50 euros par jour en pub, achète un domaine, conçois tes pages, conçois ton processeur de paiement, conçois tes produits, conçois ta VSL, écris la séquence mail, crée les ads et lance. Lance, fais des tests de ton côté avec ton propre argent. Si tu ne sais pas, regarde, demande à ChatGPT, regarde sur YouTube, fais-toi aider. Fais-le au moins une fois. Pourquoi? Parce que ça va être tellement formateur. Parce que quand tu joues avec ton argent, c'est encore un autre type d'apprentissage et tu vas devenir très bon en marketing, surtout si tu arrives à développer ta propre offre. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Les 3 plus grandes leçons de cette vidéo, c'est maîtrise une compétence, complète-la avec une autre, deviens curieux et immerge-toi. Et je t'en rajoute une bonus, lance ton offre. Pour atteindre les 200 000 euros par an, tu as besoin d'un client baleine et tu as besoin de 2-3 petits clients. Et ça peut être juste 2 clients, 2 gros clients. Mais en tout cas, si tu as ce client baleine, eh bien, ça va t'ouvrir énormément de portes et tu vas pouvoir ensuite activer ton réseau si tu as besoin, si tu as envie de gagner encore plus d'argent et d'aider plus de monde. C'est plus simple quand tu as fait les premières étapes et que ton business commence à rouler, que ta réputation est faite, que tu as confiance en toi. Les premiers 100K, c'est le plus dur, comme le premier million. Je ne l'ai pas fait personnellement, mais je suis dans les coulisses de plusieurs boîtes qui l'ont fait avec moi. Et les premiers 100K, c'est vraiment les plus durs. Mais vraiment, ensuite, c'est très facile de continuer à les gagner chaque année. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux savoir exactement le modèle que j'utilise et que je vends aux entreprises qui m'a rapporté plus de 500 000 euros ces dernières années de profit, ces dernières années, eh ben, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se retrouve dans cette vidéo.